Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast ProductiveYou. Je m'appelle Priscille Livenet, je suis une maman très active et aussi une blogueuse sur productiveyou.com. J'ai une passion pour l'organisation personnelle et professionnelle. Mon but est de vous aider à mieux vous organiser, à déterminer ce qui est essentiel, à vous concentrer sur cet essentiel et à le réaliser efficacement. Être efficace et productif, ce n'est pas tout faire. C'est faire ce qui compte réellement pour nous en fonction de nos objectifs et de nos priorités. Pour trouver la voie, je partage avec vous mes expériences, mais aussi l'expérience de femmes et d'hommes qui ont su se centrer sur leurs objectifs, leurs rêves et l'ont réalisé. Généreusement, ils nous expliquent leur cheminement et partagent avec nous leurs trucs et astuces. J'aime aussi lire des articles ou extraits de livres qui m'ont touchée et qui ont un lien avec la philosophie de la vie efficace. Voilà, c'est tout cela le podcast ProductiveYou et j'espère que vous passerez de bons moments en ma compagnie. Pour ce numéro 20 du podcast ProductiveYou, je reçois aujourd'hui Mélanie Kerkhoff. Mélanie et moi étions collègues dans la société dans laquelle je travaille toujours aujourd'hui. Et il y a quelques années, en 2009, Mélanie nous a quittés pour voler de ses propres ailes, ou plutôt pour repartir travailler en province, dans sa région d'origine. En 2010, Mélanie a décidé de voler de ses propres ailes en fondant sa propre société appelée Niléo. Bonjour Mélanie. Bonjour. Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui dans mon podcast. Et je suis très curieuse par rapport à ton parcours, savoir ce qui t'a motivé à te lancer dans l'aventure de l'entrepreneuriat. Quand on est salarié et qu'on change comme ça, qu'on prend un tournant, je pense que c'est un grand moment de réflexion. Est-ce que tu peux partager avec nous aujourd'hui ta démarche, ton parcours et les bénéfices que tu en tires aujourd'hui? Oui, alors en fait, créer mon entreprise, c'est pas quelque chose qui est arrivé comme ça un matin en me rasant en 2010. C'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire. Quand je suis sortie de mes études universitaires, c'est déjà un projet que j'avais. Après, j'ai fait des études universitaires plutôt scientifiques. Et je savais qu'il y avait tout un tas de choses qui me restaient à apprendre, tout un tas d'expériences que je devais acquérir également pour avoir un petit peu de crédibilité par rapport au métier que j'envisageais de faire, qui est le métier que je fais aujourd'hui sur le conseil et de la formation, et que tout ça, j'ai choisi de l'apprendre en fait en entrant dans l'entreprise pour voir finalement comment une entreprise fonctionne du dedans. Et c'est pour ça que j'ai privilégié non pas de créer quand je suis sortie de mes études, mais de me faire une expérience professionnelle dans une entreprise. Je n'avais pas forcément de secteur d'activité privilégié ou préféré. J'ai toujours été assez curieuse de tout un tas de choses, donc j'avais pas un secteur d'activité de prédilection. Et en fait, il s'avère que j'ai fait une formation en alternance à l'issue de la partie universitaire, et j'ai fait un stage dans l'entreprise où ensuite je suis restée et où nous nous sommes rencontrés. Voilà. Alors donc, tu es quand même dans un excuse-moi de te couper, dans un secteur qui est très spécifique, parce que tu parles de conseil et de formation, certes, mais c'est quand même un métier très technique, si tu peux nous en toucher juste deux mots. Oui. Je travaille en fait sur la partie sur l'environnement et la partie réglementaire de l'environnement, c'est-à-dire tout ce qui s'applique aux entreprises, qu'elles soient industrielles ou tertiaires, d'un point de vue du code de l'environnement. Donc c'est vrai que c'est quelque chose d'assez particulier, d'assez spécifique, et
et sur lequel en fait c'est aussi il y a la connaissance théorique qui est nécessaire et qu'on apprend à l'école. Et il y a toute la partie mise en œuvre et pratique que là on apprend en étant confronté à des problématiques sur le terrain, à l'administration, et c'est en ça que c'était intéressant d'avoir une expérience professionnelle au sein de l'entreprise plutôt que de rester sur une activité de conseil. J'aurais très bien pu intégrer une société de conseil dès que je suis sortie de l'école, mais c'était pas ce qui m'intéressait déjà. Et en plus, pour moi, c'était pas suffisant. J'avais vraiment besoin de rentrer dans le détail du fonctionnement. C'est vrai que les 10 ans que j'ai passés ensuite au sein de la société de transport et de logistique, ça m'a vraiment permis de balayer sur différents postes, à différents niveaux, tout un tas de sujets, tout en restant et tout en développant une expertise sur mon sujet environnemental en particulier. Mais j'ai travaillé de manière transversale avec beaucoup de directions fonctionnelles différentes, avec des agences également. Et c'est ce qui est venu enrichir en fait mon parcours et mon expérience. Et c'est vrai qu'en fin 2008, j'ai eu mon deuxième enfant courant 2008, et quand j'ai repris le travail après mon congé maternité, j'avais envie de faire évoluer mon poste d'un point de vue professionnel. À l'époque, j'ai pas eu d'opportunité en interne parce que voilà, c'était comme ça et ça a pas pu se faire en interne. Et puis du coup, j'ai eu une opportunité externe qui me permettait également de rejoindre la province, puisque en étant basée en Île-de-France, le rythme de vie nous convenait de moins en moins. Et je dis nous parce que c'était pas que moi, c'était aussi au niveau de la famille. Donc c'est vrai que ça m'a permis de concilier ce que je continuais à aimer faire comme métier et de retrouver un rythme de vie un peu moins dingo, on va dire, parce que il faut bien dire que quand je regarde 5 ans en arrière, je pense que j'ai fait le bon choix. Très bien, oui, je veux bien te croire, Et donc, tu as passé donc une année à un peu de transition quand tu as rejoint donc ta région d'origine, là, ça. Oui. Et puis ensuite, tu t'es lancée. Voilà. Je me suis lancée parce que justement dans cette année de transition, j'ai fait, on va dire, une expérience extrêmement mitigée, pour pas dire négative, au sein d'une autre entreprise. Par contre, parmi tout ce qui se passait pas très bien, j'ai continué à apprendre et à découvrir différentes choses, et ce qui m'a permis de me dire, bah finalement, c'est le moment d'y aller et d'accéder à ce à quoi tu réfléchis finalement depuis 10 ans. Au bout de 10 ans, c'est bon, j'avais réfléchi. Et j'ai travaillé avec la chambre de commerce et d'industrie, où il existe un service qui permet d'accompagner les créateurs, et donc qui permet de guider un petit peu dans la création, le montage de l'entreprise, et puis de mettre des points de vigilance par rapport à certains aspects de la création et du développement. Donc c'est vrai que en ayant un projet assez réfléchi, je savais exactement ce que je voulais faire et comment le faire. Ça s'est décanté assez rapidement finalement, et du coup je me suis lancée. J'ai déposé en janvier 2010, donc pour moi c'était une date assez symbolique, c'est-à-dire que j'ai laissé passer la fin de l'année, et c'est la première chose que j'ai fait le 4 janvier, le lundi 4 janvier 2010, à 9h du matin. J'étais avec mon dossier prête dans les starting blocks pour démarrer une nouvelle aventure. Ah, c'est puis une belle année qui commençait. Ouais, tout à fait. Et donc depuis janvier 2010, j'ai développé, j'ai appris à gérer, j'ai appris à faire des choses que je ne faisais pas, j'ai consolidé des compétences, j'ai découvert de nouveaux secteurs d'activité également, puisque c'est vrai que tout en conservant une forte expertise sur le secteur d'activité dans lequel j'ai travaillé pendant 10 ans, j'ai aussi découvert d'autres secteurs d'activité plus industriels. Enfin, voilà, je découvre tout un tas de choses, et c'est ça que j'aime, c'est que tous les jours il y a
Il y a des choses à apprendre et à comprendre et à faire. Et par rapport à ta vie personnelle, qu'est-ce que ça a porté ce nouveau projet professionnel? Parce que j'ai bien compris qu'il était important pour toi de conserver un niveau de poste professionnel qui continue à être gratifiant et à t'apporter plein de nouveautés et de nouvelles expériences. Et comment est-ce que dans ta vie ensuite familiale, ça s'est transposé? Est-ce que tu as vu des améliorations? Est-ce qu'il y a des choses qui sont Ah bah oui, très j'ai vu positives, des améliorations puisque outre les bouchons parisiens? voilà. Bah, disons que voilà, quand on gagne déjà 1 heure et demie dans sa journée au minimum, que l'on ne passe plus dans du temps de trajet, c'est pas négligeable. Ce que j'ai gagné quand les enfants étaient petits, c'était de les voir avec les yeux ouverts, puisque quand j'étais en Île-de-France, je partais le matin, ils dormaient et je rentrais le soir. Souvent, ils venaient juste de s'endormir. Donc finalement, je ne connaissais mes enfants que les yeux fermés, j'ai envie de dire. Donc là, j'ai découvert qu'ils avaient des yeux. Non, je rigole, mais c'est vrai que c'est plus pour expliquer de passer un petit peu plus de temps et le matin et le soir avec eux, de pouvoir aussi augmenter mon activité professionnelle par rapport à la disponibilité aussi que j'avais envie de donner et dont mes enfants avaient besoin. C'est-à-dire que la première année, je savais que de toute façon, mon activité professionnelle, elle allait pas me remplir 100% du temps. Donc plutôt que de me stresser à chercher de nouveaux contrats et à vouloir faire vite beaucoup avec des enfants qui étaient quand même en bas âge, j'ai préféré dire bah voilà, les mercredis, déjà de toute façon j'ai pas eu le choix, j'avais un problème de garde pour le mercredi, donc voilà, ça s'était réglé. Et puisque j'avais ce problème entre guillemets de garde, bah, je l'ai solutionné en m'occupant de mes enfants moi-même. Donc c'est vrai que les 2 premières années, j'ai fait en sorte de concentrer l'équivalent de ce qu'on a habituellement sur 5 jours de travail sur 4 jours. Alors bon, c'est vrai qu'il y a des journées qui sont un petit peu longues, mais le gros avantage, c'est que je pouvais moduler mes horaires à ma convenance, en fonction aussi du rythme de vie des enfants, des réunions de mon mari également, puisque du coup il avait retrouvé du travail dans une collectivité territoriale avec pas mal de réunions le soir, mais c'était facile à gérer puisque en ayant en plus à l'époque mon bureau à la maison. C'est vrai que c'était assez simple. Là, pour le coup, les temps de trajet, ils étaient raccourcis. Hein. Là, c'était optimisé. Donc, c'est vrai que c'était aussi ce choix-là que j'ai fait les 2 premières années. C'était de me dire, les enfants sont petits, j'ai cette opportunité et la possibilité de travailler sur 4 jours, je le fais. Et le mercredi, c'est consacré aux enfants. Et puis voilà, il y a eu des soirs, il y a eu des nuits, voire même des journées qui ont peut-être duré 48 heures. Il y en a eu très peu, il y en a eu quelques-unes. Mais toutes ces journées-là, ça va pas être pris par rapport au fait de pouvoir consacrer du temps à sa famille, de voir grandir les enfants, et puis de faire d'autres choses avec eux que j'aurais pas forcément eu la possibilité de faire, notamment en les accompagnant dans leur club de sport. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez important pour moi et je regrette absolument pas parce que j'ai ce temps-là finalement, comme c'est moi qui le gère, il évolue au fur et à mesure que les enfants grandissent et que mon entreprise se développe. Donc c'est complètement modulable et c'est vrai que cette souplesse-là, finalement, j'ai envie de dire, c'est assez exceptionnel de pouvoir le vivre parce que je pense que j'aurais gardé tout un métier très intéressant si j'étais restée salariée, mais j'aurais pas eu cette souplesse-là. Et pour autant, aujourd'hui, j'ai des clients pour qui c'est complètement transparent. Alors ça sera peut-être moins après la diffusion de ce blog. mais c'est voilà, c'est un vrai, pour moi, c'est un vrai privilège. Et puis en plus, je trouve que c'est alors
déjà, ça nous montre qu'on peut avoir des enfants en bas âge et monter son entreprise. Donc, je trouve que c'est vraiment très bien dans des moments où on parle beaucoup de l'entrepreneuriat, au féminin et sur les difficultés que les femmes peuvent rencontrer lorsqu'elles montent leur entreprise. Donc, tu es déjà un bel exemple qui montre que ça peut le faire. Et puis, le fait de se caler un peu, entre guillemets, sur le rythme de tes enfants, ça t'a permis de construire ton entreprise, je dirais, petit à petit, sans vouloir aller trop vite. Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'entreprises qui pêchent un peu et qui se retrouvent dans des grosses difficultés en voulant grossir trop vite, en mettant peut-être un peu la charrue avant les bœufs, et du coup qui se retrouvent avec une surcharge de travail telle que ça déçoit tout le monde, les patrons sont exsangues, les clients mécontents, et rien ne va bien. Donc là, tu as été un peu, en te mettant sur le calendrier des enfants, en fait, tu grandis avec eux, petit à petit, et en prenant beaucoup moins de risques, en partant bien en tête, quoi. Oui, et puis c'est une des motivations qui fait aussi que j'ai créé cette entreprise. C'est effectivement la motivation professionnelle, mais c'était aussi la motivation personnelle. Donc c'est vrai que des fois ça rappelle un petit peu à l'ordre quand on commence à mélanger le pro et le perso et le perso et le pro, mais en fait, ça, je m'en suis sortie en sortant de la maison. C'est-à-dire que au bout de 2 ans, j'ai eu ce besoin de sortir mon activité professionnelle de ton salon. De mon salon. Voilà, exactement. Et pour à la fois pour arrêter d'avoir un joyeux mélange de tout ça, parce que c'est vrai que quand tu réponds au téléphone en chargeant le lave-linge, des fois ça le fait pas trop, quoi. Donc au bout d'un moment, j'ai beau être un petit peu organisée, il y avait quand même des choses qui se mélangeaient, qui n'allaient pas. Et inversement, quand tu as ta vie personnelle dans lequel il y a une intrusion professionnelle, quand avec les enfants qui sont tout petits, ils comprennent pas que t'as beau leur dire chut, maman est au téléphone, c'est effectivement dans ces moments-là où il y a une espèce d'attraction naturelle pour l'objet de téléphone et une espèce de montée sonore aussi de l'ambiance générale. Et alors que tout allait bien jusqu'à ce que tu ne prononces pas la sacro-sainte chut, maman, phrase chut, maman est au téléphone. Donc c'est vrai que ça c'était important de sortir, de séparer physiquement les deux contextes, le professionnel et le personnel, de manière à ce que chaque chose soit à sa place, et puis continue à avoir une cohérence finalement. Donc, c'est vrai que je lis pas mal de choses, notamment sur des blogs américains où il y a beaucoup en fait de femmes qui ont monté leur entreprise et qui expliquent la difficulté de s'organiser et de laisser bien de la place quand on travaille de chez soi, à la fois au perso et au pro, mais à mettre des barrières assez rigides quand même, si on veut pas que ça se mélange tout le temps et qu'effectivement ce soit un peu un chassé-croisé permanent entre le perso et le pro, et qu'on veut pas que ça se chevauche de trop. Et je peux comprendre effectivement que c'est très tentant quand on est à la maison, même si on dit qu'on travaille souvent beaucoup plus parce qu'on n'a pas d'heures et on n'a pas des transports, donc on est quand même beaucoup plus disponible. C'est vrai que c'est tentant d'aller faire autre chose et que ce soit le perso sur le pro ou le pro sur le perso. Et donc si tu as déménagé, c'est parce que ton entreprise avait grossi. Non, parce que je voulais faire grossir mon entreprise. D'accord. Donc j'ai déménagé, j'ai trouvé des locaux dans une pépinière d'entreprise qui proposait des surfaces de bureaux en centre-ville, qui étaient assez évolutives. Donc j'ai déménagé fin 2011. Donc initialement dans mon projet de développement, j'étais plutôt partie sur un déménagement fin 2012. Donc après 3 ans d'existence. Et puis j'ai eu une opportunité à la fois mon activité s'est bien développée, j'ai eu une opportunité de pouvoir rentrer dans cette pépinière d'entreprise puisqu'il y avait des locaux qui se libéraient, et puis j'avais ce vrai besoin de faire la part des choses. Donc j'ai emménagé fin 2011 dans un bureau qui faisait
une vingtaine de mètres carrés, sachant que j'avais visité 2 locaux qui étaient contigus et que je pouvais, à l'époque où j'en ai pris un, avoir les deux. Et puis je me suis dit non, ça va faire trop, je suis quand même que toute seule. Donc, sachant que la surface était suffisante pour éventuellement être avec quelqu'un. Et puis très rapidement, en fait, j'ai regretté de ne pas avoir pris le bureau voisin à mon local. Et malheureusement pour lui, mon voisin de l'époque a arrêté son activité au bout de 6 mois. Et heureusement pour moi, du coup, j'ai dit je ne laisserai pas passer l'occasion la deuxième fois. Ouais. Donc j'ai tout de suite loué une surface supplémentaire. Donc ça fait un local avec 2 bureaux qui fait à peu près 35 mètres carrés, où aujourd'hui on est 4 personnes. Donc bon. Voilà, faut pas qu'on soit plus nombreux parce que sinon on va se marcher dessus. Ouais. Mais suffisant pour le moment, quoi. Pour le moment, c'est suffisant. Ouais. Voilà. L'objectif quand j'ai pris ces bureaux-là, c'était justement de pouvoir passer à l'étape l'étape suivante, pas supérieure mais suivante, de développer l'équipe, puisque j'avais pas une vocation à rester à travailler toute seule parce que ça me correspond pas forcément non plus. D'accord. Et est-ce que tu peux nous parler un peu est-ce que tu as eu des craintes, des peurs, des moments de doute? Parce que quand on est comme toi, maman, avec des petits-enfants et qu'on se lance, on doit quand même avoir de temps en temps un peu le cerveau qui s'échauffe, se faire un peu d'overthinking, de se mettre des trucs et des barrières tout seul. Est-ce que tu as eu des périodes comme ça, ou peut-être t'en as encore, des périodes où tu te poses plein de questions, t'as peur On se repose tout le temps plein de questions. Il y a toujours un truc qui nous questionne. Donc ça, c'est oui, les questions, on s'en pose. Il y a toujours quelque chose. C'est est-ce que je vais réussir? Alors quand on arrive à fin juin, est-ce que je vais avoir assez de devis pour la rentrée? Parce qu'on s'aperçoit que on a fait de la prod, et puis on a du coup levé un peu le pied sur la partie commerciale, et puis on a rentré moins de devis. Donc qui dit moins de devis début d'été dit potentiellement moins de commandes, forcément. Donc voilà, ce genre de questions. Quand on arrive en fin d'année, est-ce que même si on a toujours l'objectif qu'on s'est fixé en tête en se disant bon, même si c'est un objectif de chiffre d'affaires, on fait pas ça que pour l'argent non plus, mais néanmoins voilà, il y a quand même des charges à assumer. Donc est-ce que dans quelles conditions je vais finir à la fin de l'année, qu'est-ce que je vais développer comme nouveau produit, qu'est-ce qui se fait sur le marché, comment je peux le faire, qui est-ce que ça peut... Oui, des questions, on s'en pose tout le temps. Comment je vais m'organiser la semaine prochaine, parce que mon mari il a 3 réunions le soir et puis moi j'ai 3 déplacements à caler, mince. Accessoirement, comment on va faire? Enfin voilà, c'est des questions, on s'en pose tout le temps. Des moments de doute. Oui, mais il faut pas hésiter en fait à aller voir à l'extérieur, à échanger avec d'autres personnes. Et là, c'est là où les différents réseaux professionnels qui peuvent exister sont extrêmement intéressants à explorer, parce que c'est là où on se rend compte que finalement on a tous plus ou moins des problématiques similaire quand on a créé, quand on a repris l'entreprise, quand on échange, on trouve des pistes, des solutions. Ça permet de partager son expérience avec des personnes qui peuvent avoir rencontré des problématiques similaires dans des secteurs d'activité qui sont complètement différents, ou avec des tailles d'entreprise qui sont complètement différentes. Enfin voilà, c'est vraiment le partage d'expérience. Et là, c'est là où il faut justement pas se renfermer et se forcer un petit peu à sortir. Et c'est aussi pour ça que travailler de chez soi, c'est bien, c'est confortable, mais finalement, on sort pas suffisamment. On peut se laisser vite enfermer. Donc, au minimum de devoir sortir pour aller dans son lieu de travail, ça fait déjà cette transition. Donc, dans le cadre de la pépinière d'entreprise, ce qui était intéressant, c'était justement de partager les locaux avec des petites structures qui étaient créées quasiment en même temps ou assez récemment, et de pouvoir échanger sur des problématiques similaires, ou de se donner les coordonnées
d'une personne qui était susceptible de nous aider ou avec qui on pouvait échanger. Donc ça, c'est vrai que dans ces moments-là, le fait de sortir, d'aller rencontrer d'autres personnes, c'est assez intéressant pour échanger. Il faut surtout pas s'enfermer. Donc c'est là où tu dois faire le choix de je vais dans quel réseau et pourquoi y faire. Et parce que quand tu commences à gratter un petit peu, tu t'aperçois que tu peux passer ta vie dehors. Hein. Ah bah j'en doute pas, hein. C'est vrai que les réseaux sont nombreux. Ouais. D'accord. Et alors est-ce que tu aurais, alors là je vais te prendre à froid parce que je n'ai pas posé la question avant, des conseils à donner à une jeune maman ou à une femme d'une façon générale qui voudrait se lancer aussi dans l'entrepreneuriat, outre le fait de ne pas rester chez soi, comme tu viens de le dire, mais de s'ouvrir à d'autres et de ne pas hésiter à sortir de la solitude de l'entrepreneur. Est-ce que tu aurais quelques conseils? Alors, c'est déjà, dès lors qu'elle sait ce qu'elle veut faire, c'est d'y aller sans forcément toujours écouter l'entourage personnel et l'entourage professionnel. Il y a des très bons conseils, mais il y a aussi d'énormes freins dans l'entourage. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un soutien sans faille de mon mari quand je me suis lancée. Et puis dans la vie en général, de toute façon, il est comme ça. Mais j'ai aussi vu dans mon entourage professionnel des personnes qui se lançaient et pour qui le discours quotidien était mais tu vas pas faire ça, et qui va s'occuper des enfants, et comment tu vas t'en sortir, et tu vas vivre de quoi, mais tu vas jamais y arriver. Bref, toute une litanie de choses extrêmement constructives et positives quand on se lance dans ce genre de projet, évidemment, et dont on a forcément bien besoin, parce que c'est vrai que la valise est déjà quand même suffisamment lourde. Pourquoi pas en rajouter un petit peu, 2-3 boulets de plus, hein, on n'est plus à ça près, allons-y. Donc mon premier conseil, c'est ça. C'est vraiment, si on sait ce qu'on veut faire, quel type d'entreprise, à un moment, faut plus se poser de questions. Il faut y aller, il faut tracer son chemin, il faut ensuite savoir s'entourer. Alors, quand je dis s'entourer, c'est en fonction du secteur d'activité dans lequel on se lance, un bon expert comptable, une bonne agence de com. Enfin, dans mon cas, c'était ça. Vraiment identifier les fonctions clés et celles sur lesquelles il y a vraiment besoin d'avoir des gens compétents. Ne pas hésiter à garder un œil critique et un regard critique positif ou négatif sur ce qui est proposé. Parce qu'on restera toujours responsable des choix qu'on fera. Donc il faut les faire de manière le plus éclairée possible. Donc toujours garder vraiment un œil critique, même si on sait qu'on fait appel à des gens par rapport à des compétences qu'ils ont. Moi j'ai toujours été quand je suis allée à la banque, mon banquier, j'ai jamais signé un truc sans avoir compris de A à Z les tenants et les aboutissants. Mon expert comptable, c'est pareil. J'ai toujours voulu comprendre, même si c'était pas mon métier, et c'est pas quelque chose que je ferais, mais j'ai ce besoin de comprendre. Et derrière, c'est important parce que ça permet de discuter sur les mêmes bases. Et après, voilà, on peut avoir cette tentation de dire, non, de toute façon, c'est le métier de mon expert comptable, c'est le métier de mon banquier, je leur fais confiance. Il faut vraiment rester sur... c'est des gens auxquels on a fait appel pour certaines compétences, mais il faut vraiment garder un œil critique, ne pas signer les yeux fermés, entre guillemets. Donc ça, ce serait mon deuxième conseil. Et puis après, en fonction du secteur d'activité, si c'est une création ou une reprise d'entreprise qui est faite avec aussi des objectifs personnels et familiaux, comme dans mon cas, il faut pas se laisser déborder par le temps et garder cette vigilance sur les motivations personnelles aussi qui nous ont poussé à faire ça, parce que c'est très facile de dire à ses enfants non, j'ai du travail, oui, mais j'ai aussi des enfants, donc c'est voilà. Mais c'est vrai que c'est facile et c'est plus compliqué quand on est salarié, parce que finalement faire la part des choses c'est moins évident. Donc vraiment garder ça en tête également, à pas se laisser déborder. Après, voilà, les motivations de chacun étant différentes,
C'est quand même quelque chose qu'il faut avoir en tête. Et puis, je pense que quand on est une femme et qu'on crée son entreprise, il y a un moment, il faut réussir à aller casser le plafond de verre parce que il existe toujours. Il est plus ou moins haut en fonction des personnes et des personnalités, mais il existe toujours. Très bien. Écoute Mélanie, je te remercie 1000 fois de de ce partage, à la fois sur ton expérience, des judicieux conseils que tu viens de nous proposer pour toutes celles et ceux aussi, parce que ça s'applique aussi aux hommes, je pense. Tout à fait, parce qu'il y a aussi des hommes qui créent avec des motivations personnelles. Tout à fait. Je te remercie beaucoup, beaucoup. Tu vas prochainement concourir pour un prix. Alors, comment est-ce que tu m'as dit tout à l'heure que ça s'appelait? Je ne me souviens plus. Alors là, ça va pas du tout. Un concours de créatrices d'entreprise, créatrices et repreneurs d'entreprise, qui s'appelle Sartoise de Talent. Très bien. Écoute, comme j'ai vu que c'était en septembre que le prix se décidait et que malheureusement ce podcast passera un peu plus tard, j'espère que on aura une bonne nouvelle d'ici là, que tu seras l'heureuse gagnante. J'espère. Je le souhaite en tout cas. Merci 1000 fois Mélanie. Merci. On te retrouvera, donc je mettrai sur le blog productiveview.com une toute petite bio sur toi, un lien vers ton entreprise. Comme ça les auditeurs pourront un peu se rendre compte de ton parcours et de la spécificité de ton domaine d'activité, qui est quand même bien technique. Merci beaucoup, à bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Quel bel exemple donné aujourd'hui encore par Mélanie dans ce podcast, et j'espère qu'elle donnera des idées à d'autres mamans d'enfants en bas âge ou même papas d'enfants en bas âge de se lancer dans la carrière qu'ils souhaitent vraiment avoir. En tout cas, je remercie encore Mélanie parce que c'était vraiment très instructif et c'est une femme vraiment très courageuse que je suis ravie de compter parmi mes connaissances. Voilà, c'est la fin de notre épisode. Vous retrouverez les notes sur productiveview.com catégorie podcast. N'hésitez pas à commenter et à recommander ce podcast, soit en le notant sur iTunes ou bien en partageant l'article via Facebook ou Twitter par exemple. Productiveview, c'est aussi une page Facebook où je poste régulièrement mes articles, mais aussi des articles que je trouve pertinents sur le web, ainsi que de petites vidéos. Donc n'hésitez pas à aller visiter ma page Facebook et puis à vous y abonner. Productiveview est aussi présent sur Twitter, sur Google+, et sur Periscope. Et par ailleurs, en vous inscrivant sur le site productiveview.com, vous recevrez dans votre boîte mail tous mes nouveaux articles ainsi que les notes de podcast directement dans votre boîte mail. Alors n'hésitez pas à aller vous inscrire. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une excellente semaine et je vous dis à très vite. Au revoir.